Donc, comme a dit Eric tout à l'heure, on a décidé de faire un meet-up conjoint avec Meetup Elastic et Meetup Docker, parce que c'est deux technologies qui sont fréquemment appelées à être utilisées ensemble, ou pas forcément, mais c'est deux technologies qui peuvent être utilisées ensemble, et les deux peuvent bénéficier l'une de l'autre de différentes manières. Ma présentation sera plutôt axée au niveau utilisation de Docker pour utiliser Elasticsearch, pas au niveau monitoring comme a mentionné Eric avant. Ce sera plutôt la deuxième présentation qui se focalisera sur le monitoring des containers Docker. Donc au niveau de l'agenda, on va juste prendre connaissance, on va juste se connaître un petit peu. Je vais faire un bref survol de l'écosystème élastique pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Ensuite, on va passer dans une deuxième partie sur l'installation et puis sur comment tourner des containers Docker avec du Elasticsearch dedans, du Kibana, du Logstash, de manière à pouvoir créer un cluster assez rapidement en utilisant la technologie Docker. Donc, moi, je m'appelle Valentin, développeur Java depuis une vingtaine d'années. C'est mon background. Je suis tombé sur Elasticsearch un peu par hasard il y a un peu moins de 10 ans. Tombé sous le charme et plus jamais quitté depuis. Depuis, j'aide Nicolas à faire des meet-ups un peu partout en Suisse romande, surtout pour ma part. Lui, c'est plutôt en Suisse allemande, mais on essaie de se partager des tâches. Sinon, je contribue à de l'open source. Je fais pas mal fait de plugin Logstash, Kibana un petit peu moins, mais Elasticsearch aussi. Et puis, je passe pas mal de temps à répondre à des questions sur Stack Overflow, mais principalement autour des tags, vous en doutez, Elasticsearch, Logstash, Kibana, tout ce qui touche à la stack élastique. En ce qui vous concerne, je connais 2-3 têtes, mais pas toutes. Qui c'est qui a déjà entendu parler d'Elasticsearch? Juste ça déjà. Ouais, c'est pas mal. Qui c'est qui a déjà téléchargé en se disant j'essaierai ce week-end? Bien. Installé. Ok, on est déjà un peu à la moitié. Qui c'est qui a déjà développé un petit peu les plugins et tout? Nickel. Parfait. Et puis votre background, c'est plus développeur, DevOps, plus analyste, plus plutôt ingénierie. Juste? Ok. Donc on peut parler gras. C'est bien. Juste un petit disclaimer avant de commencer. Je suis vraiment pas un expert Docker. Hein. Pour moi, c'est plus je suis utilisateur de Docker. Je l'utilise pour, comme j'ai expliqué avant, pour monter des clusters, pour des environnements de développement, pour répliquer des configs de prod en qualité ou en staging, enfin, être productif en fait. J'utilise Docker pour être productif plus rapidement, tout simplement devoir tout faire à la main. C'est principalement ça. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est bon. L'écosystème élastique, donc je vais brièvement passer sur tout ça. On a donc le moteur central qui est Elasticsearch, c'est un moteur d'indexation, de recherche, on peut indexer la donnée, on peut faire des analytics dessus. C'est un outil historique en fait, c'est celui qui existait au tout début. Donc quand on dit il était une fois, c'est Elasticsearch qui était là. Sur la gauche, on a des outils d'ingestion, Bits, Logstash, je vais passer en vue avant, donc ça c'est pour amener de la donnée dans Elasticsearch de manière assez simple. Et puis on a une partie Kibana qui est plus au niveau visualisation, donc c'est bien d'avoir ingéré de la donnée, c'est bien de l'avoir analysé, c'est bien de l'avoir indexé. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? On aimerait en faire des jolis dashboards comme a montré Eric avant pour pouvoir voir à quoi ça ressemble. Puis pouvoir prendre des actions s'il y a des soucis. Elastic fournit aussi un cloud, donc c'est plus un service, donc c'est du SAS, on peut créer ses clusters assez rapidement, click and go, choisir des nœuds, des tailles de nœuds, etc. Puis il y a toute une partie commerciale qui s'appelle XPack, où il faut bien qu'ils vivent aussi. C'est plus accès sécurité, alerting, ce genre de choses, monitoring, reporting, toutes ces petites features qui sont en plus, qui ne sont pas dans l'offre open source au départ. Si on drill un petit peu, c'est les mêmes boîtes qu'avant, simplement on voit un petit peu à l'intérieur, donc les bits, c'est des composants qui sont censés être installés dans toute votre architecture, sur la périphérie, sur des serveurs sur lesquels vous voulez rapatrier des logs, donc c'est le FileBit qui fait ça, rapatrier des métriques, CPU, RAM, ce genre de choses, espace disque, MetricBit. Il y a PacketBit aussi qui est plutôt un outil pour récupérer des données du réseau, donc sur tout ce qui se passe sur le réseau. Et puis c'est extensible à souhait, donc on peut développer ses propres bits pour aller chercher ses propres métriques, ça peut être des métriques applicatives, ça peut être des métriques ce que vous voulez. Toutes ces informations, ces événements, elles peuvent partir directement dans Elasticsearch, ou passer à travers un Logstash, ou passer à travers une queue de message pour être traité plus tard par Logstash. Logstash, à son tour, lui,
il va récupérer des données pour faire des filtrages dessus et les envoyer sur Elasticsearch. Prenez place, volontiers. Merci. Et puis tout se retrouve dans Elasticsearch finalement et de nouveau visualisable dans Kibana, mais pas forcément. Dans Elasticsearch, il y a toute une série toute une API RESTful qui est disponible, donc vous pouvez très bien développer votre propre front-end dans ce que vous voulez de technologie qui est en vogue dans votre entreprise pour faire vos propres clients Elasticsearch. Donc si on va un petit peu plus en détail, donc Logstash, j'ai dit, c'est vraiment un ETL multi-source, multi-destination, donc on peut sourcer des données de base de données. Pourquoi ça apparaît pas? Il y a un problème de... Il y a un sync qui est figé. Ouais. Ok. Donc ça, je disais, c'est un ETL vraiment très simple, multi-source, multi-destination. On peut sourcer des données depuis les bases de données, depuis les Kafka, depuis les endpoints HTTP, depuis un autre Elasticsearch. Ensuite, on fait des transformations avec toute une série de transformations possibles, agréger des données, dropper des events, selon une logique qui est propre à Logstash. Et ensuite, on peut restreamer tous ces events soit dans un Elasticsearch, dans un Kafka, etc. Donc différentes sources et différentes destinations. Ils ont rejoint la clé d'outils élastique en 2013, tout comme Kibana d'ailleurs, juste après. Donc à partir de 2013, donc Elasticsearch est né en 2010 plus ou moins. À partir de 2013, on avait un outil pour ingérer de la donnée. On avait Elasticsearch qui permettait de faire tout ce travail d'analyse et d'indexation. Et on avait un outil pour visualiser. Donc on avait plus ou moins un écosystème end-to-end qui nous permettait de partir de la donnée brute et puis arriver à des petits trucs sympathiques comme ça. Ensuite, on a les bits qui sont arrivés. C'est une entreprise qui s'appelait PacketBit, qui a été rachetée par Elastic, qui permettait donc, comme je l'ai dit avant, de scruter ce qui se passe sur le réseau, donc que ce soit au niveau des protocoles MySQL ou des protocoles, n'importe quel autre type de protocole, enfin tous les protocoles qui sont supportés, Filebit, Metrix, etc. Donc tout ça, ça peut partir soit à travers Logstash pour subir d'autres transformations, soit directement vers Elasticsearch, et je crois même qu'il y a encore maintenant, on peut streamer ça sur Kafka directement aussi, s'il y a besoin. Donc ensuite, dans Kibana, il y a du monitoring. Chaque outil de la stack peut envoyer ses données, ses métriques de monitoring, de manière à avoir tout son cluster à un seul endroit. On peut voir la santé de son cluster au sein de Kibana. On a Elastic en 2016 aussi racheté une entreprise qui s'appelait Prealer, qui fait du machine learning. Ils ont développé un plugin Kibana qui permet de scruter les données qui existent, donc vos propres données, que ce soit des logs, que ce soit des données applicatives, que ce soit des données, toutes sortes de données que vous pouvez avoir dans votre cluster Elasticsearch, et pouvoir faire du machine learning dessus. Mais principalement, le premier use case, c'était la détection d'anomalies. Donc le but, c'était de regarder le passé et puis de voir où c'est qu'il y avait des problèmes pour pouvoir mieux agir dans le futur. Là, il y a d'autres use cases qui se développent gentiment, c'est détection d'outliers et puis du forecast sur quelques jours. Je pense qu'il y a encore plein d'autres choses qui vont nous sortir. Un autre outil qui fait du graphing, je ne vais pas rentrer dans les détails. Leur cloud, comme je disais avant, donc ça se présente très simplement, donc c'est vraiment en self-service, on crée son compte, tac, on choisit, je veux 2 zones, je veux tant de RAM, tant de disques, etc., tant d'espace disque, je veux du machine learning ou pas, et puis un Kibana, et puis save, go, et j'ai mon cluster. En gros, c'est vraiment aussi simple que ça. Ça, c'est du live, hein. C'est parti. Oui. Vous voyez les logs chez eux, en fait. Alors ça, c'est pour pas avoir besoin de gérer son propre cluster sur sa propre infra. C'est au-delà que d'Elasticsearch, c'est aussi carrément des instances Docker. Absolument, oui. C'est eux qui gèrent votre cluster, exactement. Ils le monitorent et puis ils font en sorte que ce soit up tout le temps. Après, effectivement, ils ne seront pas au courant de vos problèmes applicatifs, des problèmes ils ne vont pas s'immiscer dans vos index ou des problèmes de données que vous aurez, c'est juste vraiment purement infrastructure. Ils ont aussi racheté une boîte qui fait un peu qui fait de l'application performance monitoring, donc c'est des sondes qu'on place à l'intérieur de son code, qui envoient des métriques régulièrement pour pouvoir voir où est-ce qu'il y a des problèmes de performance. Donc toutes ces informations elles peuvent être indexées dans Elasticsearch pour avoir des données sur... voilà, mon application ne fonctionnait pas très bien à ce moment-là. Pourquoi ?
Ils ont aussi racheté une boîte qui fait du site search, donc l'idée c'est d'envoyer un crawler sur votre site ou sur un site interne ou externe. C'est un peu l'équivalent de ce que faisait Google avec leur Google Search Appliance. Donc ils indexent tout votre contenu et vous fournit la possibilité de donner vous à vos clients un canevas de recherche sur vos données sans avoir besoin de le développer vous-même. C'est vraiment un service il n'y a pas besoin d'installer en fait, c'est un self-service, c'est un service auquel vous vous abonnez et puis vous pointez sur votre ou vos sites web et ensuite vous pouvez simplement offrir une expérience de recherche intéressante à vos clients et performante puisqu'ils utilisent la force d'Elasticsearch derrière. Et récemment, cette année encore, ils ont racheté une boîte qui fait de la recherche aussi mais dans du code source. Là, ça peut être intéressant un peu à la mieux que GitHub, on va dire. Voilà, pour d'autres plugins qui existent pour la sécurité, pour l'alerting, pour le reporting, Canvas, oui. Stack, c'est quoi exactement? Alors, Stack, c'est tout ce que je viens de présenter là. C'est vraiment tout. C'est tout l'écosystème de. C'est tout l'écosystème d'Elastic. Tous ces petits outils, les trois outils, l'outil originel, Elasticsearch, les outils qui sont venus se greffer autour pour pouvoir amener de la donnée et la visualiser. Puis ensuite, tous ces autres petits outils qui utilisent Elasticsearch, la puissance pour délivrer d'autres services là-dessus. Et je pense qu'il y en a encore d'autres qui vont arriver. Elasticsearch, c'est un moteur de recherche et d'analytics distribué avec une interface RESTful et capable de gérer une grande quantité de use cases. J'en ai listé quelques-uns là, mais il y en a beaucoup plus que ça. Donc recherche full text pour si vous faites de la recherche pour du web ou même à l'intérieur de votre entreprise si vous avez plein de documents à indexer ou ce genre de choses. Recherche applicative aussi, recherche entreprise, des analytics dans tous les sens, au niveau de votre business, au Unity Host, on lui donne en fait tous les nœuds ou clusters qui sont censés être dans le même cluster. Lui, il y a un processus d'autodécouverte et ils vont partir dans une élection de maîtres, parce qu'il y a toujours besoin d'un maître dans un cluster, et puis ensuite ce maître gérera le cluster et d'autres nœuds pour rejoindre. Là en fait, on lance ça, et puis on a tout de suite 3 nœuds qui se pointent. On voit que ES1 c'est le master, et puis on a 2 autres nœuds qui font partie de ce cluster. On a un truc qui ressemble à ça. Donc, simplement en utilisant une image custom qu'on a créée avec sa propre configuration. On a un cluster, les données seront sur les hosts, et on pourra facilement réutiliser tout ça. Ça c'est donc la deuxième manière, custom image. Je vous montrerai encore après une autre manière. Pour Kibana c'est vraiment pareil. Soit l'image, on prend l'image officielle, on la configure un petit peu. Donc là on dit simplement à Kibana, ton Elasticsearch il se trouve là-bas. Donc ça permet aussi d'avoir 2 Docker qui tournent 2 Kibana qui pointent sur 2 Elasticsearch différents, par exemple, de manière très simple. On peut aussi les donner, etc. Kibana, il y a moins de configuration qu'Elasticsearch. Ou alors, de nouveau le même principe, on peut refaire un Dockerfile, vraiment le configurer comme on a envie, et faire sa propre image Docker de Kibana. Logstash, pareil. Là, c'est de nouveau une autre type de configuration. Il y a une série de paramètres. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est de nouveau l'objet d'une présentation complète. En gros, l'idée, c'est ça. Ou alors d'avoir son propre Dockerfile pour Logstash. La petite différence, c'est que dans l'image Logstash, il y a déjà une configuration par défaut. Si on veut, logiquement, on doit l'enlever si on veut la paramétriser un peu différemment. Voilà, donc là, on a des containers avec Elasticsearch dedans, des containers avec Kibana qui pointent sur ces containers Elasticsearch, et puis du Logstash qui pointe, etc. Il y a un moyen de le faire beaucoup plus simplement avec Docker Compose. En tout cas, c'est la manière que je trouve assez simple. Donc, un seul fichier, on crée un container Elasticsearch avec l'image officielle ou sa propre image, etc. On configure les volumes. Donc là, typiquement, j'ai mis une configuration perso avec JVM Options, c'est juste tous les paramètres de la JVM qu'on veut utiliser pour lancer le processus Elasticsearch. On mappe les data. J'ai mappé aussi un répertoire snapshot, c'est assez pratique pour donner un Elasticsearch qui n'est pas vide à quelqu'un en fait. Si vous avez un nouveau dev qui joint votre équipe,
lui donnez un Docker Compose avec tout ce qu'il a besoin, un Kibana, un Elasticsearch, Logstash éventuellement. Vous pouvez filer déjà avec des data, donc des index que vous mettriez en fait dans ce répertoire-là. Et puis, du coup, vous aurez un Elasticsearch qui est déjà pré-populé avec des données de test ou de dev. Donc, automatiquement, lui, il va regarder dans Snapshot. Non, lui, il va regarder dans Data. Ouais. Alors, on peut très bien dire que on peut très bien pas utiliser Snapshot, puis on peut très bien utiliser que Data. Ouais. Voilà. L'avantage de Snapshot, c'est qu'on peut facilement repopuler d'autres environnements qui sont ailleurs avec des snapshots. Avec Data, on ne peut pas forcément. D'accord. Mais c'est une action supplémentaire. Alors, c'est une action supplémentaire, il y aura un service en plus, genre un warmer ou un init qui va aller populer Elasticsearch avec ça. Mais Elasticsearch, enfin disons le container a besoin d'avoir ces données de snapshot en local à l'intérieur du container pour pouvoir travailler dessus. Démappage de bord, on dit vraiment du standard, même chose avec Kibana, rien de spécial. Ouais, là j'ai mis aussi un répertoire cache parce qu'en fait Kibana c'est du Node.js. Quand on lance Kibana la première fois, il y a toute une série d'optimisations qui se font pour transpiler, compiler, etc. les fichiers Node.js. Ça prend quelques minutes la première fois, donc l'idée c'est de juste stocker ça une fois et puis la deuxième exécution elle sera beaucoup plus rapide. On peut voir qu'il y a la notion de dépendance, c'est-à-dire que tout n'est pas lancé en même temps. Tout n'est pas lancé en même temps. Bon, je crois savoir que dépendance, ça ne veut pas forcément dire que Kibana va attendre que Elasticsearch soit up. Ça veut juste dire qu'il va le lancer après que le container ait démarré, c'est juste. Ouais, c'est ça. Si Elasticsearch prend 2 minutes à démarrer pour X ou Y raison, Kibana il aura démarré juste après. Et sauf si tu as une notion de F-check, tout à l'heure je l'ai vu. Voilà. Le F-check, il va attendre qu'en fait le F-check soit true pour lancer. C'est pas mis, effectivement. Ouais. Donc si là je l'avais mise, cette notion de S-check, Kibana ne démarrerait pas tant que. Exactement. Ok. Exactement. Et en statut, tu serais else-free sur le statut. D'accord. En créant peut-être une multistage, un Dockerfile multistage, on ne pourrait pas précompiler certaines choses et avoir une image définitive. Alors, multistage, c'est vraiment pour le build, la compilation. Ici, en fait. Là, c'est vraiment les données qu'il analyse. Ouais, c'est que de la data. En fait, c'est véritablement une stack. Mais il attend pas en fait un artefact en fait. Il attend le statut de certains composants pour exploiter la data. C'est le run. C'est le run, exactement. Et non pas le build. Là, il n'y a rien à build. En fait. Et c'est vrai que c'est une très bonne technologie le multistage. Voilà, et pareil pour Logstash. Du coup, tout ce qu'il y a à faire en fait, si vous avez un nouveau dev qui joue à votre équipe, vous mettez une jolie petite stack dans un Docker Compose. Tout ce qu'il a à faire, c'est Docker Compose up, et puis il a toutes ses dépendances pour ses projets qui sont déjà disponibles. C'est vraiment super pratique. Mais ça, c'est pas que pour la stack élastique, hein. Ça peut être pour évidemment du MySQL, de l'Oracle, ce que vous voulez. Ce qui est bien, c'est qu'on fait tourner un cluster élastique sur un laptop, quoi, sur un PC. Exactement. Donc il suffit d'avoir peut-être un peu de mémoire, 8 GB, 16 GB, mais c'est vraiment cette fonctionnalité, c'est de faire tourner un cluster opérationnel sur son laptop. Ouais. Et puis ce qui peut souvent s'avérer un peu problématique, pas problématique, mais c'est des touilles de configuration qu'il faut faire, mais il faut pointer en fait les composants entre eux, donc Elasticsearch est là, Kibana veut savoir qu'Elasticsearch est là, Logstash veut savoir machin. Donc tout ça, si on peut le faire dans une config, simplement faire Docker Compose up, on a un truc qui tourne et puis qui sait s'auto-référencer. Donc là, si on reprend ce schéma, on a fait ça. Encore, ça permet d'avoir déjà une bonne partie de l'écosystème qui tourne en local sur un petit laptop. Après, je parle vraiment pas de production là. Production, il y a tout un monde, en tout cas au niveau Docker, il y a tout un monde à connaître au niveau du dimensionnement des containers, de leur bridage. Pour certains nœuds, ça sert à rien de les laisser faire trop de choses non plus, on ne donne pas trop de mémoire. Ça, c'est vraiment un autre. C'est une problématique qu'on a sur d'autres choses. Sur toutes les technologies, souvent en base de Java. Voilà, il y a énormément de limitations à faire parce que si vous êtes sur des anciennes versions de Java en plus, voilà, c'est une catastrophe. Donc ça s'améliore avec la version 10. Avant, où il faut être. Quand vous partez en production, il y a des limitations à effectuer, mais vraiment explicites. J'imagine. Il y a un autre exemple qui existe, qui est assez sympa à lire, c'est un article sur le blog d'Elastic, où là ils ont vraiment fait l'effort d'avoir dans un Docker Compose où ils ont tout ça. Donc il y a Elasticsearch,
paquet de bits qui va sniffer le réseau, tout ce qui se passe sur toutes les interfaces réseau. Ils ont un métier de bits qui va récupérer des stats système, des stats Docker, des stats de Apache, Nginx, MySQL. D'un autre côté, on a un file bit qui va lire tous ces logs, error access log de Apache, les error access log de Nginx, les slow logs de MySQL, et puis encore des logs de Docker, on voit tout au fond là. Tout part dans Elasticsearch et par-dessus on a Kibana justement avec plein de dashboards sympathiques qui montrent comment faire ça en une seule commande. D'ailleurs le titre s'appelle Full Stack in One Command. Donc c'est assez, c'est un bon exemple pour voir comment tout ça s'imbrique, comment ça fonctionne, comment c'est paramétré. C'est un bon moyen. Je peux vous montrer à quoi ressemble le Dockerfile, enfin le Docker Compose. C'est pas un souci. Donc là, je vais juste montrer un petit truc. Donc là, j'ai ce fameux Docker Compose que j'ai montré avant sur les derniers slides. On voit pas en fait. Encore un souci. Il ne change pas les... Ah mais c'est que Chrome, effectivement. Je peux pas partager un autre... You need to switch, you can select desktop if you go to the Chromecast. Chromecast icon and then it's a drop down. Donc là, c'est le Docker Compose que j'avais avant, hein, donc pas de surprise. Donc simplement hop, et puis en quelques secondes, on aura un truc qui ressemble. J'ai pas un truc très puissant quand même. Ou alors c'est de la technologie très bronze. Je crois que c'est plutôt ça. Tu les avais en local? Pardon? Ouais, les avais tous les cas en... Oui. Donc là on a Elasticsearch qui s'est lancé, Kibana qui attend, qui voilà. Ouais, le Bootstrap c'est environ 1 minute, 2 minutes. Le Bootstrap il a déjà été fait. Donc tu dis oui. Enfin, okay. Ouais, le Bootstrap initial il est fait. Ok. Donc là on a Elasticsearch qui tourne. En gros, ici on voit qu'on a tous ces index. Là on voit qu'on a le stash qui ne tourne pas encore, c'est pas grave. Là on a Elasticsearch, on a Kibana vraiment. Dans le monitoring que je vous parlais avant, là on voit qu'on a le stash tourne. On voit que le statut il est passé à vert, donc notre cluster il est en ordre. Là on voit qu'on a tous donc les trois services qu'on a lancés, Elasticsearch, Kibana, Logstash, qui envoient leurs données de monitoring à l'intérieur de Kibana. Et donc on peut avoir déjà des statistiques de santé du cluster. Et simplement, à l'intérieur de Kibana, ça se passe, on a ce genre de graphiques qui sont assez sympas. Tout ça, pour revenir à la question d'avant, c'est vraiment dans les images officielles, on a déjà ça qui est fourni. Déjà, là, je l'ai laissé tourner un petit moment pour qu'il y ait un petit peu de données. Donc, monitoring Elasticsearch, monitoring Kibana. Donc, Kibana, lui aussi, il y a aussi des stats à fournir, combien de requêtes, etc. Et puis, Logstash, il fait rien, donc pas grand-chose. Aussi des stats au niveau des indices. Ah, mais j'ai pas d'index, donc voilà. J'ai pas mis de data, mais en gros, c'est ça. Voilà, c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ça, c'était le Dockerfile du dernier exemple que je vous ai montré. Donc, pardon, le Docker Compose. On voit qu'on a tous ces services, tout bien configuré, en 223 lignes. On a un truc qui ressemble. C'est très complet parce qu'il y a les agents aussi. Hein. Il y a énormément d'agents dessus. En 200 lignes de Docker, on a ça en fait. Donc ça, c'est une full stack. Ça, c'est une full stack, ouais, ça on peut dire. Je sais pas pourquoi il n'est pas mentionné comme ça. 200 lignes, c'est quoi? C'est le compose? C'est le compose. C'est le compose, ouais. C'est le compose. C'est tous les services. Donc, mais je sais pas pourquoi il n'est pas au max. Ah ouais, c'est ça. Voilà, donc
J'ai mis quelques liens là pour la présentation, je pense qu'elle sera partagée après sur. Oui, ouais, justement, la quelques mettra à liens là disposition. pour une série, des articles plutôt orientés Docker, Elastic, et puis il faut une discussion, etc. Voilà. Donc si vous avez des questions, pas trop pointues sur Docker, mais Elastic, je me débrouille pas trop mal, mais Docker, un peu moins. Oui. Bon, ça fait longtemps que j'avais entendu parler d'Elasticsearch, peut-être même avant de l'époque de Docker. Et à l'époque, j'avais entendu qu'au début, ça va bien, au niveau performance, et après, les performances se dégradent. C'est ce que j'avais entendu à l'époque. Est-ce que c'est lié à la problématique du Java et de tuner Docker, ou c'est ce que j'avais entendu à l'époque? Je veux pas. Non, C'est toujours Java. la problématique là. Alors moi, j'ai jamais eu de problème Java avec, enfin jamais, on va jamais dire jamais, j'en ai eu, mais mes soucis principaux avec Elasticsearch, ça n'a jamais été Java en fait. Les soucis principaux, c'était de dimensionner correctement le cluster par rapport à ce qu'on allait y ingérer. Si on a 2 TB de log à ingérer et puis pouvoir faire des dashboards dessus, 100 personnes qui veulent interroger le dashboard, ça se dimensionne, c'est pas juste on met 2 nœuds et puis on est content et puis ça va pas marcher. Donc c'est vrai que les questions qui reviennent le plus fréquemment, c'est comment on dimensionne un cluster. Quelle taille je vais donner à mes nœuds, combien de RAM, etc. Et puis là, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de baguette magique, c'est toujours ça dépend, la réponse, invariablement. Et ça passe par comprendre ces données, qu'est-ce qu'on a comme données, quelle taille elles prennent, qu'est-ce qu'on a comme clients qui vont interroger ces données, quelle fréquence, comment on les ingère, qu'est-ce qu'on veut stocker, qu'est-ce qu'on veut analyser, qu'est-ce qu'on veut jeter loin. C'est tout un processus de réflexion qui se fait en amont pour savoir comment vraiment dimensionner son cluster. C'est plus à ce niveau-là que j'ai des soucis en général à régler chez des clients sur des projets ou autres. Et c'est rarement au niveau Java. Java, c'est du moment qu'on lui donne assez de mémoire. Bon, effectivement, après, si vous avez un nœud puis vous lui balancez, vous avez un nœud avec 8 Go de RAM et puis vous balancez des terabytes à la tête. Il est assez scalable en fait. Il va faire un out of memory et c'est évident. Donc, ça, c'est clair. Mais ça, c'est un out of memory, c'est un comportement normal pour n'importe quel processus Java à qui on donne trop de choses à faire. Donc là, en général, le signal, c'est soit tu upscales ton host, soit tu en mets plusieurs et puis tu scales horizontalement. C'est plus ça en fait. Mais des problèmes peut-être dans les toutes premières versions, 0 et des poussières, j'ai eu des petits soucis Java avec certaines JVM, et je sais qu'il y en a encore, sur certaines JVM, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais en général, tout ce qui sort dans leur documentation, ils disent la version telle et telle, à partir de la version telle et telle de Java, enfin cette version d'Elasticsearch nécessite cette version de Java ou plus grande. En général, c'est testé. Et c'est la version de Oracle de Java, ou bien ça peut fonctionner avec la version OpenJDK? Alors les deux. Et sauf erreur, la version Oracle va devenir payante bientôt. Oui. Voilà. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui la référence de sortie. Là, c'est bientôt. C'est avec la monte en fait. Ouais. Ah non, elle n'est pas payante, c'est uniquement si vous l'utilisez en production. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Avec Oracle. Bonne remarque. Mais juste petit complément d'information. Donc moi j'utilise la stack. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est que Elastic n'est pas pauvre en data collectée. Bien au contraire, on a énormément de choses très, très intéressantes. Et même le problème, c'est que voilà, si dès le départ on ne dit pas ok, on va sélectionner juste les données pertinentes, on va se retrouver avec tout un tas de métriques, tout un tas de... En fait, évidemment, si on ouvre les robinets de partout, au bout d'un moment, ben voilà, le cluster va déborder et compagnie. Donc, pour moi, la problématique, c'est plutôt vraiment se cibler sur exactement ce qu'on veut identifier, ce qu'on veut collecter. À partir de là, si on arrive à bien canaliser et à centraliser juste les logs utiles, ça pose pas de problème. Ça, c'est au niveau des bits. Oui, dans le schéma. Enfin, bits, et puis oui, c'est surtout bits sur la configuration. C'est Nicolas qui en parlera. Une question à propos de XPack Security, enfin, deux questions plutôt. Est-ce qu'on peut traiter tout ce qui est OAuth 2 avec XPack Security?
Et puis est-ce qu'on peut assigner des permissions différentes par index? Comment ça peut fonctionner? Alors, à ma connaissance, OAuth2 n'est pas supporté, right? Not yet. It's commercial if you want to have index permissions. Yeah. That's right. And OAuth 2, I think, is on the roadmap, Yeah. but I need to Okay. double check that. Par contre, sauf erreur, c'est possible de développer son propre connecteur de sécurité. Donc, vous pourriez très bien imaginer d'avoir de faire vous-même en fait votre. Mais sans le XPack donc. Ouais, Alors avec le XPack, c'est le XPack qui fournit en fait le canevas pour plugger votre connecteur de sécurité à l'intérieur. That's right. Can You you can write your own Yeah. security. I think it is pluggable, It's but I'm not 100% confident. Mhm. You said it's No. not. One over another. You can have XPack and another security plugin. Oh, you can. No, not another one. Just one authentication method. You can develop one for your own. You can develop your own authentication. Yeah, It's I not think another we have a plugin. customer that developed his own, so I think yes, but I don't know how much change he made. Mhm. But for the security, you can even have field security, but it's a commercial feature. Oui, ça, de toute façon. Mathieu, tu avais une deuxième question? Non, c'était juste O2 puis le fait d'avoir des permissions par index. Ouais. La permission par index. Par index et par champ. Ouais, franchement. Au niveau du sécurité. Tout bon? Je pense que ça passe. Nicolas.